Ce matin-là, j'ai trouvé la preuve que mon mariage n'était qu'un mensonge. 2 lignes, une trahison. Et moi, prêt à tout pour la vérité. J'habitais avec Claire, ma femme, dans un appartement élégant au cœur du Marais, à Paris. C'était une matinée étouffante d'octobre 2023, l'automne parisien mêlant une chaleur moite à l'air frais qui glissait par les fenêtres entr'ouvertes. Le soleil projetait des ombres douces sur le parquet ancien, réchauffant l'atmosphère d'une lumière dorée. Je nettoyais la salle de bain principale, une tâche que j'avais prise en charge pour soulager Claire, qui se plaignait sans cesse du rythme effréné de son agence de communication, où elle gérait des campagnes pour des marques de luxe. Le frottement de l'éponge sur les carreaux blancs produisait un son presque hypnotique, un rituel qui m'offrait un étrange sentiment de contrôle dans un mariage qui, peu à peu, semblait m'échapper. En vidant la poubelle aux mouchoirs usagés, un flacon de shampoing vide quelque chose attira mon attention au fond. J'ai fouillé avec précaution, le cœur battant déjà par instinct, et là, je l'ai trouvé, un test de grossesse, caché sous les déchets. 2 lignes roses, éclatantes, hurlaient une vérité que je n'étais pas prêt à affronter, positif. Mon cœur s'est mis à cogner, un tambour résonnant dans ma poitrine, chaque battement plus fort que le précédent. Mes mains sont devenues glacées, l'éponge glissant de mes doigts et tombant sur le carrelage avec un bruit humide. Nous n'essayions pas d'avoir un enfant. Depuis des mois, Claire s'éloignait de moi, érigeant un mur invisible avec des excuses que j'acceptais, naïvement. Je suis épuisée par le boulot, disait-elle, ou j'ai besoin d'un peu d'espace pour respirer. Parfois, c'était des migraines, parfois juste le silence. Chaque mot était une brique, nous isolant davantage. Ce test n'était pas seulement une grossesse, c'était une fissure dans la façade de notre mariage, la preuve de quelque chose de plus sombre, que je redoutais de nommer. Qui était le père? Pourquoi l'avait-elle caché? Mon esprit s'emballait, cherchant à assembler les pièces d'un puzzle que je ne savais même pas exister, chaque pensée plus lourde que la précédente. Je connaissais Claire assez pour savoir qu'elle ne faisait pas d'erreur. Calculatrice, toujours 3 coups d'avance, elle planifiait chaque mouvement avec la précision d'une campagne publicitaire primée. Si ce test était là, caché, soit elle ne pensait pas que moi, le mari qu'elle jugeait si prévisible, le trouverait, soit elle était trop arrogante pour imaginer que je ferais le lien. J'ai envisagé de la confronter sur le champ, de jeter le test sur la table de la cuisine et d'exiger des réponses, ma voix résonnant dans les murs de l'appartement. Mais Claire était une experte en manipulation. Je l'avais vue retourner des discussions à son avantage d'un seul regard, d'une phrase bien placée qui me faisait douter de ma mémoire, de ma santé mentale. Tu imagines des choses, disait-elle, avec un sourire à la fois doux et tranchant. Si je l'accusais sans preuve concrète, elle renverserait la situation, me ferait douter de moi-même, comme elle l'avait fait tant de fois. Non. Je devais être plus malin qu'elle, plus froid, plus calculateur. Avec soin, j'ai remis le test dans la poubelle, replaçant les mouchoirs froissés et le flacon de shampoing pour que rien ne semble déplacé. Mes doigts tremblaient, mais je me suis forcé à me calmer. Je suis sorti de la salle de bain, le visage impassible, le corps tendu comme une corde prête à se rompre. Mon monde était sens dessus dessous, mais je ne pouvais pas la laisser s'en apercevoir. Je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai pris mon téléphone et fait semblant de faire défiler l'écran, tandis que mon esprit tournait à 1000 à l'heure, repassant chaque détail des derniers mois. Claire est descendue quelques minutes plus tard, les cheveux mouillés goûtant sur son peignoir blanc, le visage fermé en attrapant un café dans la machine Nespresso. Elle s'est assise de l'autre côté de la table, plongée dans son Instagram, ses pouces dansant sur l'écran, sans m'accorder un regard. Sa froideur était comme une lame affûtée, coupant profondément, en silence. J'avais envie de crier, de lui demander qui elle était vraiment, d'arracher le masque qu'elle portait avec tant de naturel. Mais j'ai ravalé mes mots, sentant le goût amer de la colère. J'ai forcé un sourire figé, bien dormi, chérie? Grosse journée aujourd'hui? Elle a répondu, indifférente, sans lever les yeux, comme d'habitude. Réunion, délai, course contre la montre. La fluidité du mensonge était presque artistique, digne d'un Oscar. Mais je n'étais plus le mari distrait qu'elle imaginait. À cet instant, j'ai pris une décision, j'allais découvrir ce que Claire cachait. Pas question de la confronter tout de suite. J'avais besoin de preuves, quelque chose qu'elle ne pourrait ni nier ni déformer avec ses mots acérés. J'ai commencé à observer chaque détail avec une attention obsessionnelle, comme un détective d'un roman de Simenon, ceux que Claire moquait en disant qu'ils étaient trop prévisibles.
Son téléphone, désormais verrouillé par un mot de passe qu'elle n'avait jamais utilisé en 5 ans de mariage. Ses sorties, pour le boulot, qui se prolongeaient tard dans la nuit, quand elle rentrait avec un regard absent et un parfum qui n'était pas le sien, quelque chose de sucré, coûteux, qui ne lui ressemblait pas. Les messages qu'elle tapait rapidement, cachant l'écran dès que je m'approchais, avec un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. Chaque geste semblait crier sa culpabilité, mais j'avais besoin de plus. J'ai pensé à vérifier son téléphone pendant qu'elle dormait, mais Claire ne baissait jamais sa garde. Même au lit, elle gardait son portable sous l'oreiller, comme s'il contenait un secret mortel, une bombe prête à exploser. Les jours suivants ont été une torture silencieuse, un jeu d'ombre où je menais une double vie. Le jour, j'étais le mari qui souriait, préparait le dîner, demandait des nouvelles de sa journée avec une voix masquant la tempête en moi. La nuit, j'étais l'homme qui enquêtait sur sa femme, cherchant les fissures dans le masque qu'elle portait. Je repensais à nos premières années ensemble, essayant de comprendre où tout avait dérapé. Nous nous étions rencontrés dans une librairie de la rue de Rivoli, moi feuilletant un Maigret, elle cherchant un essai sur la stratégie de marque. Elle avait ri de mon goût, cliché, dit que je semblais sortir d'un film de Truffaut, et m'avait invité à prendre un café dans un bistrot voisin. À l'époque, Claire était rayonnante, ses yeux noisettes pétillaient quand elle parlait, et son sourire semblait illuminer le monde. Nous dansions dans le salon au son de Brel, planifions des week-ends en Provence, rêvions d'une maison à Saint-Rémy où nous élèverions nos enfants. Des enfants. Ce mot sonnait désormais comme une plaisanterie cruelle. Comment n'avais-je pas vu les signes avant? Les soirées où elle rentrait tard, le parfum différent que j'ignorais, les conversations de plus en plus courtes, impersonnelles, comme si j'étais un collègue, pas l'homme avec qui elle partageait sa vie. Je me suis souvenu d'une nuit, 6 mois plus tôt, où Claire était rentrée d'une réunion, avec un éclat étrange dans les yeux, disant qu'elle avait décroché un gros client. Je l'avais félicitée, fière, sans poser de questions. J'avais débouché un Bordeaux, nous avions trinqué, et elle avait souri, mais je voyais ce sourire sous un jour nouveau. Était-elle avec quelqu'un d'autre? Planifiait-elle déjà de me quitter? Chaque souvenir était une coupure, mais aussi un carburant. J'avais besoin de connaître la vérité, pas seulement pour moi, mais pour reprendre le contrôle de ma vie, pour me libérer de l'illusion que j'avais moi-même contribué à bâtir. Une nuit, alors que Claire prenait sa douche, l'inattendu s'est produit. Son téléphone était resté sur la commode de la chambre, déverrouillé à un oubli rare, presque incroyable, comme si le destin m'offrait une chance. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'elle l'entendrait malgré le bruit de l'eau. Les mains tremblantes, j'ai ouvert WhatsApp. Une conversation intitulée « Travail réunion » attira mon attention. J'ai lu les messages, chaque mot comme un coup de poignard. Tu lui as dit? Non, il ne se doute de rien. Et le test? Je l'ai jeté. Il ne le trouvera pas, mon estomac s'est retourné, la bile montant dans ma gorge. C'était avec un certain Antoine, un collègue de l'agence qu'elle mentionnait parfois, un type travaillant sur des projets créatifs. Les messages continuaient, pleins d'intimité, de projets, de promesses. Quand vas-tu lui dire? Bientôt, mais il me faut du temps. Il est tellement prévisible. Claire ne portait pas seulement un enfant, elle me trahissait. Et moi, j'étais l'idiot qu'elle pensait pouvoir duper. J'ai refermé le téléphone et je suis retourné dans le salon, le visage brûlant de rage, le cœur brisé en 1000 morceaux. Claire est sortie de la douche quelques minutes plus tard, souriant comme si c'était une soirée ordinaire. J'ai une faim de loup. On commande quelque chose? A-t-elle demandé, tout en séchant ses cheveux avec une serviette. J'ai répondu bien sûr, forcé, ravalant la fureur qui menaçait d'exploser. À cet instant, j'ai décidé qu'elle ne s'en tirerait pas si facilement. Les jours suivants, j'ai rassemblé des pièces, comme le détective des romans qu'elle moquait. J'ai vérifié les relevés de sa carte bancaire via l'application de notre compte joint pendant qu'elle dormait. J'ai trouvé des réservations d'hôtels dans des quartiers chics comme le 7e ou Saint-Germain, des dîners coûteux dans des brasseries qu'elle n'avait jamais mentionnées, des achats de vêtements que je n'avais jamais vus dans son armoire. Antoine n'était pas juste un collègue. C'était l'homme avec qui elle planifiait un avenir, pendant que je payais les factures de notre appartement, soutenant la vie qu'elle prétendait vouloir. Chaque découverte était un coup au ventre, une confirmation de ce que je redoutais. Je repensais à des moments qui prenaient désormais sens, les fois où elle refusait mes invitations à sortir, prétextant du travail, les regards absents quand nous étions ensemble, comme si elle était ailleurs, la manière dont elle esquivait les questions sur l'avenir, sur les enfants, sur nous.
Je me sentais trahi, non seulement par elle, mais par moi-même, pour avoir été si aveugle, pour avoir fait confiance aussi totalement. Mais la colère m'apportait une clarté, une détermination froide que je ne savais pas posséder. Claire pensait me connaître, pensait pouvoir me manipuler pour toujours. Elle avait tort. J'ai décidé d'être méthodique, presque obsessionnel. J'ai commencé à tout noter dans un carnet caché au fond d'un tiroir, les horaires de ses sorties, les messages que j'arrivais à entreapercevoir, les reçus trouvés dans ses sacs. Chaque détail était une pièce du puzzle, une preuve que je pourrais utiliser contre elle. Une nuit, quand Claire a dit qu'elle resterait tard au bureau, j'ai décidé de la suivre. J'ai garé ma voiture à 2 rues de son agence près de l'Opéra, me fondant dans la foule des passants quittant les bureaux au crépuscule. L'air était chargé, mélange de pollution et de fraîcheur automnale. À 21h, elle est apparue, mais pas seule. Antoine était avec elle, riant, leurs mains entrelacées comme s'ils possédaient le monde. Ils sont montés dans une voiture et ont filé vers un bar à Montmartre, un endroit branché avec des lumières tamisées et du jazz en fond. Je suis resté dans l'ombre, à quelques mètres, les observant de loin. Chaque rire d'elle était une entaille dans ma poitrine, chaque geste de lui une confirmation de la trahison. J'ai pris des photos avec mon téléphone, gardant mes distances, l'objectif tremblant dans mes mains. C'était la preuve dont j'avais besoin, mais ce n'était pas encore assez. Je voulais qu'elle ressente le poids de la vérité, qu'elle sache que je n'étais pas le fou qu'elle imaginait. Je suis rentré avant elle, faisant semblant de dormir à son retour. Claire s'est couchée à mes côtés, son corps chaud contre le mien, mais je ne m'étais jamais senti aussi loin. C'était comme si une étrangère partageait mon lit, quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Le lendemain, j'ai poursuivi mon enquête, avec une détermination froide, presque mécanique. J'ai découvert des emails entre Claire et Antoine, échangés via un compte qu'elle pensait que j'ignorais. J'ai accédé à son ordinateur portable une nuit où elle avait oublié de fermer sa session, le cœur battant alors que je parcourais les messages. Ils parlaient d'un avenir ensemble, d'un appartement dans le 11e, de comment régler la situation avec moi. Claire prévoyait de me convaincre d'accepter la grossesse comme la nôtre, comme si j'étais assez naïf pour y croire. Il acceptera, écrivait-elle. Il accepte toujours tout. Chaque mot était un coup de poignard, plus profond que le précédent. Je savais que la confronter maintenant serait une erreur. Claire nierait tout, pleurerait, me traiterait de paranoïaque, comme elle l'avait fait lors de disputes mineures. J'avais besoin de quelque chose qui la mette au pied du mur, qu'elle ne puisse manipuler avec ses larmes ou ses mots affûtés. Pendant des semaines, j'ai collecté des preuves, captures d'écran des messages, photos de la soirée au bar, relevés bancaires montrant ses dépenses secrètes. J'ai même trouvé un reçu d'une clinique privée dans le 16e, où Claire avait passé un test de grossesse. Tout pointait vers la même vérité, elle menait une double vie, et j'étais une pièce jetable dans son jeu. Pendant que je rassemblais les preuves, nous vivions une routine de mensonges. Je souriais, préparais le dîner, demandais des nouvelles de sa journée, tout en planifiant chaque étape en silence. Claire ne se doutait de rien. Elle continuait ses sorties, ses messages secrets, sa froideur masquée par une normalité feinte. Parfois, je l'observais pendant qu'elle dormait, cherchant la femme que j'avais aimée, celle qui riait de mes blagues médiocres et dansait avec moi dans le salon. Mais je ne voyais qu'une étrangère, quelqu'un qui avait pris sa place. La douleur était constante, une ombre qui me suivait, mais la colère me gardait concentré. Je n'étais plus le mari qui faisait confiance aveuglément. J'ai décidé qu'il était temps d'agir, mais je ne voulais pas d'une dispute impulsive. Je voulais que Claire fasse face aux conséquences d'une manière dont elle ne pourrait se dérober. J'ai envisagé de tout révéler lors d'un dîner entre amis ou en famille, imaginant l'humiliation dans ses yeux. Mais c'était mesquin, et je ne voulais pas tomber à son niveau. À la place, j'ai choisi d'être froid et calculateur, comme elle. J'ai consulté un avocat, recommandé par un ami de confiance du travail. Je lui ai tout expliqué, le test, les messages, les photos, les relevés, le reçu de la clinique. Il m'a conseillé de protéger mes biens, de séparer nos comptes joints et de me préparer à un divorce. Vous avez un dossier solide, a-t-il dit, feuilletant les preuves avec un regard professionnel. Elle n'aura aucun moyen de contester. Mais je n'étais pas encore prêt à tout terminer. Je voulais que Claire sache que je savais, qu'elle n'avait pas réussi à me duper. J'ai planifié la confrontation avec soin, comme une partie d'échecs. J'ai choisi une soirée banale, un mercredi où Claire est rentrée plus tôt du travail, se plaignant d'une migraine que je savais être un mensonge. Pendant qu'elle prenait sa douche,
j'ai posé une copie du test de grossesse sur la table de la cuisine, accompagnée d'une capture d'écran de sa conversation avec Antoine et d'une photo d'eux au bar. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu, assis dans le salon avec un verre de vin rouge, feignant un calme que je ne ressentais pas. Quand Claire est sortie de la salle de bain, elle a vu les documents sur la table et s'est figée. Ses yeux ont croisé les miens, et pour la première fois, j'ai vu de la peur en elle, un éclat de vulnérabilité qu'elle cachait si bien d'ordinaire. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, la voix tremblante, tentant de garder le contrôle. « À toi de me le dire » ai-je répondu, calmement, mais avec un ton qui ne laissait aucune place au mensonge. Elle a bafouillé, essayé d'inventer une excuse, « C'est un malentendu, je te jure, tu vois des choses là où il n'y en a pas. » J'ai levé la main pour l'arrêter. « Ne mens pas, Claire. Je sais tout. Antoine, les hôtels, les emails, les projets. C'est fini. » Elle est restée silencieuse un instant, le visage blême, les yeux écarquillés. Puis, comme je m'y attendais, elle a tenté de retourner la situation. « Tu es paranoïaque » a-t-elle dit, la voix gagnant en assurance, essayant de reprendre le contrôle. « Tu as toujours été comme ça, à imaginer des choses qui n'existent pas, mais j'étais prêt. » J'ai montré les preuves, une par une, les messages, les photos, les relevés, le reçu de la clinique. « Paranoïaque » ai-je demandé, avec un sourire amer. « Alors explique-moi ça. » Claire a regardé les documents, et le silence qui a suivi était assourdissant. Pour la première fois, elle n'avait pas de réponse toute prête. Elle a pleuré, mais ce n'était pas des larmes de remords, c'était de la rage d'avoir été démasquée, d'avoir perdu le contrôle. Je lui ai tendu les papiers du divorce, signés et prêts, préparés par l'avocat. « Garde l'appartement » ai-je dit en me levant de ma chaise. Mais sans moi. Elle a essayé de discuter, disant que c'était une erreur, qu'elle m'aimait, qu'on pouvait surmonter ça. Mais ces mots n'avaient plus de poids. C'était comme écouter un écho vide, une tentative désespérée de sauver la façade qu'elle avait construite. Je n'ai pas répondu. J'ai pris ma valise, déjà prête près de la porte, et je suis sorti de l'appartement ce soir-là, la laissant avec ses mensonges et ses secrets. J'ai séjourné chez des amis pendant quelques semaines, dormant sur le canapé d'un collègue en cherchant un endroit pour recommencer. J'ai loué un petit studio dans le 11e, un espace simple avec vue sur le tumulte de la ville. Claire a essayé de me contacter, envoyant des messages, appelant, laissant des messages pour parler. J'ai bloqué son numéro, effaçant chaque tentative de me rejoindre. J'ai appris par des connaissances qu'Antoine l'avait quitté quand la vérité a éclaté où il ne voulait pas assumer la grossesse ni le scandale. Claire s'est retrouvée seule, confrontée aux conséquences de ses choix. Une partie de moi voulait ressentir de la pitié, mais je n'y arrivais pas. Elle avait fait ses choix, et maintenant, elle en payait le prix. La douleur était toujours là, comme une cicatrice qui tiraille par temps froid. Mais il y avait aussi du soulagement, une liberté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je n'étais plus le mari aveugle, piégé dans un mensonge que j'avais moi-même contribué à entretenir. J'ai commencé à reconstruire ma vie, pas à pas. J'ai repris les sorties avec des amis, fréquenté à nouveau la librairie de la rue de Rivoli où j'avais rencontré Claire, lu les romans de Simenon qu'elle raillait. Parfois, je pensais à elle, mais pas avec nostalgie, avec la certitude d'avoir fait le bon choix. Claire regretterait de m'avoir sous-estimé, non pas parce que j'avais voulu me venger, mais parce que la vérité trouve toujours un moyen de surgir. Et moi, enfin, j'étais libre d'être celui que j'étais avant elle, ou peut-être quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait appris à ne plus faire confiance aveuglément, à ne plus se laisser effacer.